Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie InfoSag avec l'émission Business francophone. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi les professeurs francophones du moment. Il enseigne dans 2 pays majeurs, la République démocratique du Congo et le Royaume chérubin. Vous savez, c'est parmi les 3 premières économies du continent. Il s'appelle Eddy Monwala et bienvenue dans ce plateau. Merci à vous. Déjà, je vous félicite pour la qualité de l'émission, la manière dont les choses se passent. En tout cas, nous avons le plaisir de vous accueillir. Mais le thématique aujourd'hui, vous savez, vous venez dans un grand pays, Rabat, et une ville qui bouge aujourd'hui, même Tanger, avec le grand port de Tanger-Med. Et l'économie marocaine est devenue parmi l'économie qui exporte beaucoup de véhicules. Il y a beaucoup de... L'autre fois, j'ai parlé avec un professionnel, il m'a dit il y a plus de zones industrielles. Et c'est pour ça, dans ce jeune, on a choisi aujourd'hui que nous puissions parler un peu de ce qu'on appelle le secteur. Pourquoi l'entrepreneuriat dans le secteur bancaire en Afrique francophone, on dit ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous les éminents professeurs, vous êtes là, vous enseignez, mais pourquoi ce secteur si prisé des financements? Et dans l'Afrique francophone, l'exception sur le Maroc, nous voyons que les banques marocaines aujourd'hui sont en train de partir même vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, comment en République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, l'entrepreneuriat bancaire, il y a un vrai problème? La thématique, elle est très importante, mais elle est aussi épineuse. Parce que il faut expliquer les choses de façon lucide. Parlons du Maroc. Vers les années 70, il y a eu les chocs pétroliers. Oui. Il y a eu les chocs pétroliers des années 73. Et vous savez très bien que le Maroc n'est pas un pays producteur du pétrole. Le Maroc a connu les chocs pétroliers. Il y a eu la sécheresse pendant 4 ans au Maroc, vers les années 75. Et il y a eu aussi la guerre du Sahara. Le Sahara vers le sud du Maroc. Le Sahara occidental. Le Sahara occidental. Territoire voisin avec l'Algérie. Oui, et donc le Maroc était parmi les pays en cessation de paiement vers les années 70. Par rapport à ses créanciers, la Banque mondiale, l'RFMI, exactement. Club de Paris, Club de Londres. Le Maroc était en cessation de paiement, était sur, je dis en rouge, en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le FMI a proposé au Maroc, d'accord, de diversifier son économie. Donc, c'est en ce moment-là que le Maroc a commencé à diversifier son économie. Donc, la diversification de l'économie marocaine n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vers les années 70. D'accord? Donc, le Maroc a commencé à développer son industrie agroalimentaire. Le Maroc a commencé à développer son industrie pharmaceutique. Avec l'appui du secteur bancaire. Exactement. Non, mais parce que l'économie a 2 sphères. On a la sphère monétaire financière et la sphère réelle. Oui. Ça veut dire que le bien, ça dit... Le concret. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bien, dans la normale des choses, il faut que la finance soit au service de l'économie réelle. C'est pas le cas de la République démocratique du Congo? C'est-à-dire qu'il faut on doit palper les choses. Nous devons arriver à un certain niveau où la finance est totalement au service de l'économie. Parce que c'est ça son rôle, en quelque sorte. Donc, revenons sur le Maroc. Le Maroc a commencé à développer son industrie agroalimentaire. Le Maroc a commencé à développer son industrie pharmaceutique. Le Maroc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Maroc exporte les engrais en Afrique. Les engrais. Qu'est-ce qui explique ça, prof? Oui. Un pays désertique oui. commence à exporter des engrais. C'est la volonté. C'est la volonté. Plus d'entrepreneurs au Maroc. Oui. Mais parce que les politiques et les régulateurs, c'est les politiques qui régulent les choses. Lorsque vous êtes encouragé, lorsque vous êtes poussé, lorsque vous vous sentez accompagné, eh bien, vous allez agir. D'accord? Et donc, le Maroc, aujourd'hui, est le premier pays africain
producteur et exportateur de véhicules en Europe. Oui, le premier, il a profité avec la crise, parce que la crise Exactement. des Covid-19 Oui. et tout ce qui se faisait en Chine, Oui. la Chine a fermé ses trucs. Oui. Le Maroc est parmi, dans le côté méditerranéen, Oui. il a compris avec les exonérations. Exactement. Et puis avec ce développement, j'aime bien le roi, Mohamed VI. Tant mieux, tant mieux, vous comprenez tout ça. Moi, ça me fait plaisir. Mais moi, je suis professeur d'université et j'ai toujours cet aspect pédagogique des choses. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en matière d'agriculture, le Maroc est le premier pays africain, d'accord, producteur et exportateur de tomates en Europe. Mais prof, là, vous nous dites comment la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, Oui. 80 millions, Oui. 80 millions de terres. Et Oui. on dit ça. Ah oui. Mais comment le business ne suit pas? Mais moi, je vais vous surprendre encore. Le Maroc est le premier concurrent de la Russie en matière d'exportation de tomates en Europe. Nous ne exportons pas en Europe les tomates? Non. Mais ici, dans le Bas-Congo, il y a des tonnes et des tonnes qui se fait, prof, vous dites, le Maroc, un petit territoire. Le Maroc est plus que le Congo. le Maroc est le premier concurrent de la Russie en matière d'exportation des tomates en Qu'est-ce Europe. qui fait ça? Plus des porteurs de projets, les banques sont au service de l'économie? La finance doit être au service de l'économie réelle. Le taux directeur dans des banques marocaines, la banque centrale, Oui. c'est à combien? Combien de pourcents? Généralement, le taux ne dépasse pas 2% au Maroc. Mais ici, le taux directeur, c'est 25. Qu'est-ce qui fait ça, prof? Vous êtes un professeur Oui. et dans le secteur de l'économie. Oui. Maintenant, comment le taux de la République démocratique du Congo, Oui. en commençant par la banque des banques, Oui. 25%? Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Oui. Je vais une partie de la Banque centrale. Oui. Vous savez que la Banque centrale a une mission cruciale pour l'État. C'est la Banque centrale qui doit en quelque sorte mettre en place une politique monétaire pour l'État. C'est sa responsabilité. C'est la responsabilité de la Banque centrale de mettre en place une politique monétaire pour l'État. Et cette politique monétaire est censée atteindre 3 objectifs très pertinents à savoir. Le premier objectif de la politique monétaire fixée par la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. Donc la Banque centrale doit mettre en place une politique monétaire pour l'État, pour la nation. Et cette politique monétaire est censée atteindre 3 objectifs très pertinents. Le premier, la stabilité des prix. Pourquoi la stabilité des prix? Parce que l'inflation, c'est que les gens ne savent pas, l'inflation affecte la compétitivité. De l'entreprise, du business. Exactement. L'inflation affecte la compétitivité des produits nationaux en les rendant mécaniquement chers en termes de monnaie nationale. Oui, parce qu'on dit l'agriculture européenne est subventionnée, la nôtre est subventionnée. Exactement. L'inflation favorise la pénétration des produits étrangers sur le marché national parce qu'ils viendront vendre moins cher. Mais il y a des tonnes d'experts comme vous. Oui. Comment la nôtre ne bouge pas? C'est ça le vrai problème, prof. Vous enseignez à une école de commerce. Oui. Et c'est pour former les commerçants. Justement. Troisième sujet, l'inflation affecte les structures de l'économie d'un pays. En d'autres termes, l'inflation, c'est comme un cancer de l'économie. Ben, on dit au Congo qu'elle est mondiale. Hein. Oui. Elle est dans tous les États et on ne peut pas donner des leçons. Là, je suis. Maintenant, c'est quoi le rôle de la politique monétaire dans cette situation-là? Eh bien, le rôle de la politique monétaire, c'est de pouvoir contrôler la masse monétaire. Oui. Mais ici, il y a un autre variant. On dit Exactement. l'informel est supérieur parce que cette masse monétaire qui circule dans l'informel, la banque ne le connaît pas. Non, mais la vraie difficulté chez nous, c'est quoi la vraie difficulté? C'est que nous possédons à des créations monétaires. Or, la création monétaire doit être toujours en adéquation avec la croissance du PIB. La production. Exactement. Pour éviter l'inflation. Le bien, le service qui se fait dans le cadre réel. Exactement. Mais maintenant, si on fait en dehors des contextes, on appelle ça planche à billets. Hein, Exactement, la planche à billets. Ça coûte beaucoup. Hein, Oui, dans le système. mais elle doit être faite, il y a des conditions qui régissent la planche à billets. Elle doit être faite en adéquation avec la croissance de la production, avec la croissance du PIB, le PIB, le produit intérieur brut. Qui est autour de combien? C'est de la PIB au Congo aujourd'hui, la PIB. Nous sommes en baisse. Maintenant, le deuxième sujet, le deuxième objectif,
la stabilité du taux d'échange. C'est un objectif de la politique monétaire. Et on a vu ici, il y a des décisions au niveau gouvernemental, le conjoncture économique. Donc le premier objectif, c'est la stabilité de prix. Le deuxième objectif de la politique monétaire, c'est la stabilité des taux d'échange. Pourquoi la stabilité des taux d'échange? Parce que l'incertitude sur le taux d'échange ne rend pas la tâche facile et aux importateurs et aux exportateurs. Oui. Et deuxième chose, l'incertitude liée au taux d'échange fait en sorte que les banques, les bailleurs de fonds puissent en quelque sorte augmenter les taux d'intérêt. Je vous explique dans la pratique des choses comment ça se passe. Lorsque vous avez un taux d'échange flexible, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Comment se comportent les banquiers? Déjà, premièrement, parce que le prêteur, le banquier, le prêteur, ne connaît pas parfaitement la probabilité de réussite de son projet d'investissement. Oui. Devant un taux d'échange flottant. Qui n'est pas stable. Exactement. Ça veut dire, vous qui venez prendre l'argent à la banque, vous connaissez là où vous allez investir. Oui. Mais la banque qui vous donne ne maîtrise pas bien les choses. Oui, mais ça quittait le taux directeur, par exemple, Voilà. la banque des banques. Hein, maintenant, pour se couvrir, bon, revenons d'abord en arrière. Oui. Les emprunteurs, eux, connaissent parfaitement la probabilité de réussite de leur projet d'investissement. Oui. Mais les prêteurs ne connaissent pas bien. Et donc, les banquiers font face à ce qu'on appelle une asymétrie d'information qui provoque ce qu'on appelle une sélection adverse. Ça veut dire quoi? Ils vont chercher à se couvrir contre le risque d'échange. Et leur moyen de couverture, c'est quoi? C'est d'augmenter les taux d'intérêt. Ils vont commencer à augmenter les taux d'intérêt, bien sûr, pour se couvrir contre le risque d'échange. Maintenant, le fait d'augmenter les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça fait fuir les bons emprunteurs. Ça fait fuir les bons projets. Est-ce que si vous avez un bon projet, si vous êtes solvable, est-ce que vous mériterez d'être financé à des taux d'intérêt élevés? Est-ce que vous allez l'accepter? Ah non, parce que normalement, à la banque, il faut avoir des acteurs, non? Oui, justement. Maintenant, ces taux trop élevés font fuir les bons emprunteurs. Ça fait fuir les bons projets. Et donc, les banquiers se verront paradoxalement en train de financer des projets à haut risque. Parce que les meilleurs projets, les emprunteurs, c'est-à-dire des gens qui sont porteurs de meilleurs projets, n'accepteront jamais d'être financés par des taux d'intérêt trop élevés. Et donc, les banques se verront paradoxalement en train de financer des projets. Donc, c'est ce qui fait que l'entrepreneuriat dans le secteur bancaire, nous ne voyons pas plus d'entrepreneurs qui essayent d'investir là-dedans. Donc, mais justement, le taux d'étape ne sont pas stables, surtout dans l'espace francophone, parce que les anglo-saxons disent qu'ils sont trop pratiques et nous, on est plus littéraires, hein, le francophone. Et quand même, il y a du cash flow. Nous trouvons que les choses vont différemment. Mais vous, en tant que professeur, qu'est-ce que le Congo doit faire? Parce qu'on dit tant dans ce pays que les banques sont des capitaux étrangers et que les banques des capitaux locaux n'existent pas. Pour réduire ces déficits, qu'est-ce que nous devons faire, prof Eddy? Oui, je vais répondre à la question, mais je termine d'abord ma pensée. Vous voyez ce qui se passe au niveau des taux d'échange, d'accord? Oui. Les banquiers vont chercher à se couvrir contre le taux élevé. Non, les banquiers plutôt cherchent à se couvrir contre les risques d'échange en augmentant les taux d'intérêt. Et ça fait fuir les bons emprunteurs. Et les banques se verront paradoxalement en train de financer des projets à haut risque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Vous allez bien comprendre les choses. C'est que le fait d'augmenter les taux d'intérêt, d'accord, il arrivera à un certain moment, les banquiers vont cesser d'augmenter les taux d'intérêt pour faire quoi? Pour stopper les crédits. C'est la solution. Parce que le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça fait fuir les bons emprunteurs. Et là, ils sont en train paradoxalement de financer des projets à haut risque. Et donc, ils vont arriver à un certain moment, ils vont arrêter d'augmenter les taux d'intérêt pour faire quoi? Pour stopper les crédits. Et ça, on appelle ça en économie le rationnement du crédit. Et vous savez très bien que les crédits sont une contrepartie de la masse monétaire. Oui. Donc, plus on a des crédits, plus on consomme. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Plus on a des crédits, plus on consomme. Le problème qui se pose dans notre pays, cette consommation est essentiellement importée.
Elle n'est pas locale, donc il n'y a pas une production locale. Exactement. Et la production locale, qu'est-ce qui handicape ça aujourd'hui? La consommation, elle est essentiellement importée. Ouais. Mais là, le deuxième aspect, qui dit importation, dit quoi? Il faut payer ces importations en devises. Monnaie étrangère, comme c'est une sortie de devises. Donc automatiquement, la monnaie locale va s'affaisser. Exactement. Donc il ne va pas avoir de muscles d'agir. Exactement. C'est ça qui handicape notre économie, en quelque sorte. Pour terminer sur cette parenthèse-là, les taux d'intérêt. Ouais. Le taux directeur. Le taux directeur fixé par la Banque centrale est censé réguler l'économie, en quelque sorte. Ah oui, c'est la banque, les régulateurs, oui. C'est la banque des banques. Exactement. C'est qui donne Ça dit quoi? Le taux directeur est directement répercuté sur le crédit que les banques commerciales accordent aux ménages. Ouais. Et donc, plus le taux sont bas, d'accord, plus les emprunts seront nombreux. Ouais. Et plus les emprunts seront nombreux. Il y en a qui disent que ça va soutenir encore l'inflation parce que plus qu'il y aura les gens qui vont récupérer beaucoup d'argent. Non, mais vous savez très bien qu'une économie sans crédit est une économie asphyxiée. C'est le cas de figure de ces sociétés. Une économie sans crédit, c'est comme un être humain sans oxygène. Les crédits, retenez ceci, les crédits sont une contrepartie de la masse monétaire. Ça veut dire quoi? Plus on a des crédits, plus on a de l'argent, plus on consomme. Maintenant, il faut que cette consommation... Et surtout on est dans une économie qu'on appelle l'économie de consommation. Exactement. Ça veut dire que l'achat de téléviseurs, oui. L'achat de véhicules, oui. L'achat de maisons, oui. L'achat de vêtements pour les enfants, oui. Et ainsi de suite. Logiquement, s'il faut un emprunt, mais dans le système congolais, et cette consommation, il n'y a pas de crédit. Oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette tonne d'argent avec vous. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours veiller à ce que cette consommation, elle soit de moins en moins importée. Parce que lorsqu'elle est de plus en plus importée, qui dit importation dit achat. On achète. Et qui dit achat, ça veut dire quoi? C'est la sortie des devises, en quelque sorte. Maintenant, comment on doit faire pour que nous puissions plus dépendre de l'importation et qu'on exporte beaucoup et que nous puissions avoir quand même une production locale qui soutienne la monnaie locale? Je vais vous dire une chose. Au Maroc, il y a plusieurs banques marocaines. Hein. Je dis marocaines. Oui. Je dis plusieurs banques marocaines. Et sur les trois catégories des banques, sociétés financières... À Rabat, au Maroc, nous avons la BMCI. BMCI, Banque marocaine du commerce et industrie. Ça veut dire que c'est une banque qui s'occupe uniquement des affaires industrielles. Banque marocaine du commerce et industrie. On a la BMCE, Banque marocaine du commerce extérieur. On a Crédit Agricole. On a Crédit du Maroc. On a CIH, Crédit Immobilier. Ça veut dire, un agriculteur ne va pas aller chercher l'argent chez CIH, Crédit Immobilier. Il ira au crédit. Un agriculteur, il va se présenter auprès de Crédit Agricole. Oui. La banque sectorielle. Ça veut dire quoi? Il y a une banque ça dit que la répartition est faite de telle sorte que chaque secteur a sa banque. Ouais. Ouais. Et je vais encore vous étonner. Au Maroc, l'agriculture est exonérée des impôts. Ah oui, donc vous décidez d'investir dans l'agriculture, c'est comme une niche. Hein, donc mais le plus riche au Maroc, mais le plus riche au Maroc, c'est les agriculteurs. Mais partout, hein, dans toute l'économie. Hein, oui. Il y a des dans les pays sérieux, les riches sont les agriculteurs. Et dans les pays pas sérieux, dans des pays, je dirais, pour ne pas aller très loin. Pour que ça soit pas fort. Oui, dans des pays où on voit le développement, même le Maroc aussi c'est un pays en voie de développement, mais un peu avancé. Oui, ils sont dans le BRICS maintenant aujourd'hui. Oui. Hein, je dirais dans des pays, subsahariens, vous allez voir que pour avoir l'argent, moi ça me fait très mal lorsque quelqu'un prend la politique comme une profession. Si vous allez en France, au Maroc, vous allez voir que les gens font d'abord des carrières et ils atterrissent en politique. Mais chez nous, nous voyons des gens qui atterrissent directement en politique. L'université, directement à la politique, sans carrière. On a des grands entrepreneurs aux États-Unis comme Donald Trump. Oui, qui commence déjà à être un grand entrepreneur dans l'immobilier. Ça veut dire quoi? Nous devons changer des logiciels. Il faut changer des logiciels. La politique n'est pas une fin en soi. La politique
ce n'est pas un métier. La politique, c'est pour donner, c'est pour servir. Et nous devons apprendre à nos jeunes, d'accord, de penser d'abord à l'entrepreneuriat. Parce qu'il n'y a pas de modèle. Hein. Exactement. Les jeunes cherchent maintenant les réussites entrepreneuriales. Exactement. Parce qu'au Maroc, ils peuvent rêver. Si vous regardez, il y a des réussites en face. Et c'est pour ça qu'on a mis cette émission, Business francophone. Oui. Si vous regardez en France, vous allez voir que Nicolas Sarkozy, c'est un avocat. D'affaires. Ouais. Il a commencé d'abord comme François Hollande, c'est un économiste. Oui, qui est haut fonctionnaire. Oui. Inspecteur des finances. Oui. Emmanuel Macron, un banquier un d'affaires. banquier d'affaires. Donc ça veut dire que c'est pas des parvenus. C'est des gens qui étaient dans les rouillages. C'est des gens qui connaissent les choses, en fait, en quelque sorte. Ce ne sont pas des parvenus. C'est des gens qui connaissent les choses. Ils ont travaillé. Ils connaissent ils ont une idée sur la sphère politique, économique, financière. C'est ce qu'on dit, ce sont des connaisseurs. Mais chez nous, vous allez voir, moi, on me pose la question, pourquoi vous n'entrez pas encore en politique? Les gens me posent toujours la question, vous êtes professeur, vous venez du Maroc, voilà, il faut entrer en politique. Je dis non. Moi, je suis enseignant. On ne rentre pas en politique comme ça. On m'a même proposé des partis politiques. On ne rentre pas en politique comme ça. J'ai ma vocation d'enseigner. Je suis professeur. Si un jour le gouvernement a besoin de moi, tant mieux. S'ils n'ont pas besoin de moi, il y a d'autres personnes qui peuvent faire à ma place. Je parle ici sans flatterie. Hein. Je peux vivre sans la politique. Les politiques et les régulateurs. Au Maroc, l'agriculture est exonérée des impôts. Ça veut dire quoi? C'est une politique de relance. C'est pour encourager ces secteurs. Donc le Congo doit mettre un plan de relance, selon vous? La création d'emplois au Maroc est exonérée d'impôts pendant 5 ans. Tel que vous êtes là, si votre société était au Maroc, votre société serait exonérée d'impôts pendant 5 ans. Tout ça, c'est fait pourquoi? Bien sûr, c'est pour encourager l'entrepreneuriat. C'est pour inciter les jeunes, bien sûr, à entreprendre. Quelqu'un qui est au courant que lorsque je vais créer mon entreprise sera exonérée d'impôts pendant 5 ans. Eh bien, il sera motivé. Donc, c'est là où je reviens pour vous dire que les politiques et les régulateurs, et la politique économique peut, en quelque sorte, encourager une activité économique ou bien la décourager. Comment l'encourager? À travers des exonérations. On a des exonérations totales comme au Maroc pour les secteurs agricoles. Même dans l'automobile. Hein, l'agriculture au Maroc est exonérée à 100%. Exonération totale. Il y a des exonérations partielles. Comme la création d'entreprises au Maroc est exonérée pendant 5 ans. C'est une exonération partielle. Donc, la politique économique est là pour encourager. Bien sûr, on peut aussi décourager. Et ce sont des mécanismes qui doivent être mis en place par les politiques. Vous savez, le développement est différent de la croissance. Le développement a un aspect qualitatif et la croissance a un aspect quantitatif. Ce que nous devons aujourd'hui chercher, c'est d'abord la croissance. Lorsqu'on atteint la croissance, on peut... Une croissance à combien de chiffres? Des chiffres, je crois. Hein. Pour que ça puisse nous aider à avancer. Notre pays a... autour des 6%. Hein, les 6%, 7%. Mais on a fait des exploits avec... on a fait des exploits avec certains premiers ministres qui sont passés, pour ne pas citer les noms. Nous avons affiché des taux de croissance à 6%, largement supérieurs à la moyenne africaine. Nous voulons aussi recevoir dans ce plateau un ancien Premier ministre pour nous essayer de nous dire les différentes courbes, parce que c'est une émission qui parle de l'économie à travers la discipline de l'entreprise, donc business francophone. Exactement. Ils sont nombreux qui sont encore vivants. Oui. On lance même s'ils peuvent vraiment être à votre place et qu'on essaie un peu de comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour que le business retourne à la démocratie. Moi, je pense que nous devons en quelque sorte changer de logiciel. Nous devons former des gens à l'université qui soient capables de créer d'entreprises et qui soient aussi capables de trouver d'emplois.
Chacun fait son choix. Moi, ça me fait mal de voir un étudiant qui n'a pas encore terminé et qui pense à la politique. Mais peut-être la faute du marché du travail, non? Vous ne voyez pas? Non, mais le problème, c'est quoi? Le problème, vous savez, tout part de l'éducation, tout part au niveau de l'enseignement. L'enseignement, c'est la base. Mais lorsque vous êtes au Maroc, lorsque vous êtes en France, lorsque vous êtes en Europe, vous êtes devant des jeunes de 22 ans, des jeunes de 23 ans, qui vous parlent comment... Lorsque vous parlez avec ces jeunes-là, dans leur tête, c'est comment entreprendre. C'est comment entreprendre. Lorsque vous venez ici, c'est comment être député. Comment devenir député national. Comment devenir député provincial. Qu'est-ce qui fait ça? Mais il y a cette façon de voir les choses qui dit que voilà, en politique, je vais facilement gagner. En l'expression, c'est la facilité, donc. La facilité, non. Combien gagne un ministre en France, le salaire? Il ne gagne pas plus que le manager d'entreprise. 9 000 euros. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a dit. Un ministre en France est aux environs de 9 000 euros. Ici, chez un ministre au Maroc est aux environs de 9 000 euros, 10 000 euros. Un député au Maroc, 7 000 euros, 8 000 euros. Un député en France, 7 000 euros. Marine Le Pen l'a dit. Ouais. Mais ici, combien? Ici, bon, je ne sais pas, avec ces nouveaux gouvernements, peut-être qu'ils ont baissé les choses. Mais on a entendu des sommes faramineuses. On a entendu des sommes faramineuses. Et donc, l'entrepreneuriat a besoin d'être encouragé. L'oxygène. L'entrepreneuriat a besoin d'être poussé. Vous savez, lorsqu'on fabrique même les véhicules, il y a des endroits où on peut les tester. Oui. Oui. Et donc, tout part de l'État. L'État doit prendre conscience que l'entrepreneuriat... Parce que nous sommes dans un pays de 100 millions d'habitants. Je ne pense pas que l'État congolais pourrait donner 80 millions d'emplois aux Congolais. Non, je ne pense pas. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Il faut encourager l'initiative privée. Il faut encourager les idées. Il faut pousser les jeunes entrepreneurs. Et comment le faire? Il faut procéder par des exonérations. Il faut encourager l'activité. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Je vous ai donné l'exemple. La création d'entreprises au Maroc est exonérée pendant 5 ans. Mais ici, ils ont réduit le temps d'immatriculation. Parce qu'avant, c'était quand vous créez une entreprise dans la République démocratique du Congo, ça prenait plus de temps que vous puissiez avoir vos documents. Oui. Maintenant, ils ont fait ce qu'on appelle guichet unique Oui. pour un peu baisser le nombre de jours par rapport à... Ça faisait 1 mois. Aujourd'hui, dans quelques jours, vous avez vos documents en place. Ouais. Notre pays, pour être honnête, professeur que je suis, notre pays a besoin du temps. Mais le temps, Qatar, Dubaï n'a pas pris 100 ans pour qu'ils soient là où ils sont. Notre pays a besoin du temps. Il faut des réformes. Il faut des réformes conjoncturelles. Il faut des réformes structurelles. Ça ne s'est fait pas selon vous? Des réformes structurelles... vous savez, c'est quoi la différence entre une décision conjoncturelle et une décision structurelle? Une décision conjoncturelle est une décision qui a des effets immédiats. Une décision structurelle, ça prend du temps pour avoir des effets, pour voir des effets. Et ça, c'est La construction d'une industrie, c'est une décision structurelle, ça prend du temps. Et les effets sont à long terme. Mais la réduction du prix du pain, c'est une décision conjoncturelle. C'est immédiat à l'immédiat. Et donc l'État doit mettre en place des politiques conjoncturelles et des politiques structurelles qui puissent en quelque sorte encourager l'entrepreneuriat. Et à mon avis, on peut prendre l'exemple du Maroc. Hein. C'est pas mauvais de prendre l'exemple des meilleurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc exporte les sardines en Afrique, au Sénégal, au Bénin. Le Maroc exporte les sardines chez nous ici. Sardinani, on dit. Sardinani. Et donc, la finance doit être au service de l'économie réelle.
La Banque centrale doit faire en sorte que le taux directeur puisse être un régulateur de l'économie. Parce que ce taux directeur est directement répercuté sur le crédit que les banques commerciales accordent aux ménages, moi et vous. Donc lorsque les taux sont bas, les emprunts seront nombreux et la demande de certains produits va augmenter, tel que l'immobilier. On n'a pas beaucoup de crédits immobiliers. Au Congo. Combien de personnes vont aller chercher, combien de personnes ont déjà accès au crédit immobilier? Alors qu'au Maroc, lorsque vous trouvez l'emploi, la première des choses, c'est les crédits immobiliers. Acheter une maison. Exactement. Parce que, moi, mon professeur me l'a dit. Lorsque vous êtes en location, vous louez une maison de $500. Écoutez, je préfère prendre un crédit et la banque me prend les $500. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, la maison me revient. Mais lorsque je loue, je paye une maison de $500. Au bout de 15 ans, je serai toujours locataire. Et donc, il faut encourager ces secteurs. Donc, pour vous, il faut des réformes dans le secteur, par exemple, d'immobilier. Oui. Que c'est pas normal que les Congolais, 20 ans, il est locataire. Et c'est pas la faute du Congolais parce qu'il n'y a pas en avance de fonds qu'on appelle le crédit dans le secteur. Oui. Donc, il faut une banque dans ce secteur. Exactement. Pour que les acteurs puissent... Comme au Maroc, on a le CIH, Crédit Immobilier. On a Achichagou Alpha Bank, on a la BMCE, on a la BMCI, on a Crédit du Maroc, Crédit Agricole, on a même des banques françaises, Société Générale. Société Générale, BNP Paribas. BNP Paribas. Ouais. Et donc, il faut encourager ces secteurs. L'État doit... déjà, j'ai raté un secteur. Ouais. Le tourisme. Vous savez, notre pays, on peut beaucoup gagner avec le tourisme. C'est un secteur qu'on néglige beaucoup, bien que ce n'est pas dans le sujet. Le tourisme. On a des villes qui peuvent être utilisées pour des villes touristiques. La ville de Mwanda, attirer les investisseurs étrangers. Donc, l'État, à travers ses politiques, l'État doit mettre en place des politiques conjoncturelles, des politiques structurelles qui puissent en quelque sorte faire en sorte que la finance soit au service de l'économie réelle. Parce que l'objectif de l'économie, c'est quoi? C'est la condition humaine. À quoi sert l'économie si l'être humain n'est pas bien? On dit l'économie est sociale. C'est un fait sociétal. Ouais. Donc, pour moi, l'objectif, c'est la condition humaine. La finance doit être au service de l'économie réelle. Et l'État doit mettre en place des politiques conjoncturelles, structurelles. L'État doit en quelque sorte mettre en place des politiques de relance, d'accord, qui puissent en quelque sorte relancer ces secteurs bancaires. Donc pour vous, il faut que ce secteur, pour que ça devienne comme avant, 1958, 56, 1965, il faut une politique de relance dans le secteur bancaire démocratique du Congo. Exactement, il faut une politique de relance et l'État peut aussi jouer sur les impôts, les taxes. Donc réforme de la fiscalité congolaise. L'État peut aussi procéder par des exonérations partielles pour des secteurs qui le méritent. Comme parce que Erdogan, quand il était Premier ministre, j'ai aimé comment il a essayé un peu de transformer la Turquie. Oui. Et il va faire par exemple dans le secteur immobilier pour faire avancer la citoyenneté par investissement. Est-ce que c'est là aussi on peut l'appliquer en Pays du Congo? Oui, mais vous savez, ce sont des gens qui ont... Vous savez, je ne sais pas si c'est un conseil. Il y a des informations dans la vie, il faut les avoir très tôt. Plus vous les avez en retard, plus le retard est profond aussi. Vous savez, ils ont la Turquie, c'est les Turcs, c'est des gens qui sont avancés. C'est des gens qui sont avancés. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que l'État doit encourager le secteur bancaire. L'État doit faire en sorte que un Congolais puisse facilement aussi créer sa banque. Mais, prof, nous parlons de l'entrepreneuriat dans le secteur bancaire. Oui. Le numérique est arrivé, prof. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des banques en ligne. Oui. Et nous le voyons même, l'entrepreneuriat. La banque en ligne, bien sûr. La banque en ligne, et qui a moins de coûts que les banques classiques. Oui. Nous voyons par exemple dans le mobile,
actuellement en République démocratique du Congo une structure, une application avec les Kenyans et qui est en train d'opérer pour le secteur bancaire. Est-ce que les entrepreneurs congolais ne peuvent pas emprunter, même par exemple, la banque en ligne? Je vous donne l'exemple de pour ne plus citer le Maroc. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Oui. Ils sont aussi en pointe. Ça marche. Mais pourquoi ça marche chez eux? Mais on a besoin du minimum de sérieux. Le président Alassane Ouattara, c'est un économiste. C'est un économiste. Il a mis en place des réformes structurelles. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir des routes, des autoroutes. Mais parce que l'infrastructure est une industrie industrialisante. Elle fait bouger l'économie. Elle relance l'économie. Et plus ça bouge, c'est-à-dire les ports, les aéroports, les autoroutes, les routes, plus ça bouge, plus les banques ont beaucoup de fonds. Et plus les banques ont beaucoup de fonds, plus elles peuvent octroyer des crédits à des taux d'intérêt réduits. Et donc, d'abord, l'État doit commencer par construire des infrastructures. Les infrastructures portuaires, des transports, des communications. C'est ce que le Maroc a fait. Vous avez parlé d'un secteur qui tous les États avancent sur ça, le tourisme. Oui. Mais le Maroc a Royal Maroc. Oui. Le Congo, Royal Air Maroc a plus de 70 avions. Voilà, vous voyez déjà là, rien que ça permet que les tours opérateurs. Je vous dis que les avions qui viennent en Afrique subsaharienne, ce ne sont pas les avions qui montent en Europe et en Amérique. Quand vous prenez Air Maroc. Les longs courriers, ils utilisent d'autres appareils. Donc quand vous prenez Air Maroc pour aller en France, pour aller aux États-Unis, en Europe, vous allez voir que c'est beaucoup plus confortable. Mais quand vous prenez Air Maroc pour venir ici, ça fait que voilà, on nous donne ce qu'on mérite. Le bas coût. Ouais. L'État doit en quelque sorte mettre en place des politiques structurelles. L'État doit construire des routes. L'État doit construire des autoroutes. Mais il y a un programme. L'État doit construire des hôpitaux. L'État doit construire des aéroports. L'État doit construire des ports. Parce que ça dit que c'est ça qui fait bouger l'économie. Les infrastructures. L'infrastructure est une industrie industrialisante. Vous avez parlé de la ville de Mwanda. Actuellement, il y a le port des bananas avec les Qataris. Oui. Ils sont en train de construire. C'est aussi ce que vous cherchez. Oui. Si vous êtes au Maroc, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Ifrane, Martil. Tous les ports internationalement reconnus. Tanger. Qui tire beaucoup de conteneurs à marcher. Moi, j'ai étudié dans un auditoire où il y avait 40 nationalités. Et pourquoi à l'Institut des hautes études du 24 novembre, il y a combien de nationalités étrangères qui étudient là-bas? Ça, il faut que je vérifie. Qu'est-ce que vous faites? À l'époque, nous attirions à l'époque, il y avait des étrangers qui venaient étudier ici à l'ISC. Il y avait des étrangers. Tout dépend du sérieux que nous mettons dans les choses. Tout dépend du sérieux que nous mettons dans les choses. Lorsque moi, professeur d'université, je suis sérieux dans mon travail et que les étudiants savent très bien qu'avec le professeur Moulouana Edi, c'est le mérite. Qu'est-ce qui fait la force du Maroc aujourd'hui? C'est le mérite. La méritocratie. Est-ce que je suis marocain? Non. Non. Mais je suis sorti du Maroc avec un doctorat. Est-ce que moi je suis marocain? Non. C'est le mérite. C'est le mérite. C'est le mérite. Je méritais mon diplôme. Je suis sorti du Maroc avec un doctorat. C'est le mérite. C'est le mérite. Lorsqu'un étudiant sait qu'avec le prof Moulouana, il n'y a pas de demi-mesure, c'est le travail, eh bien c'est l'université qui prend du poids. C'est l'université qui prend du poids. Ce n'est pas le Maroc. Ce sont des Marocains qui font en sorte que le Maroc puisse avoir du poids. J'ai fait 12 ans au Maroc, j'ai étudié au Maroc. Jamais eu de contact avec des profs sur le plan financier. Mais aujourd'hui, combien de nos étudiants ont le jargon? C'est-à-dire un économiste avec un jargon économique. Il y en a passé entre les économistes où les éléments de langage posent problème. L'approche n'est pas des techniciens. Exactement.
Alors, prof, Oui. avec tous ces tableaux si noirs, parce que le business, c'est l'espoir, Oui. c'est la réussite, c'est la gagne. Oui. C'est pour ça que cette émission Business francophone, on veut que les entrepreneurs francophones, qu'on Oui. puisse avoir des grands entrepreneurs, Oui. en commençant de Kinshasa, on doit faire quoi concrètement? Vous savez, je dirais que vous savez ce qui s'est passé avec la BIAC. Ouais. La Banque centrale a essayé de financer la banque, de refinancer la banque. Mais la Banque centrale ne peut pas continuer à financer une banque parce que ça peut prendre la forme d'une création monétaire qui n'est pas en adéquation avec la production. Ce que nous devons faire, l'État doit en quelque sorte encourager ce secteur, faire en sorte que une personne désireuse pour se lancer dans ces secteurs, la personne doit se sentir accompagnée. C'est ça qui pousse les gens à faire les choses. Quand les gens se sentent accompagnés. Lorsque vous vous sentez accompagné, lorsque vous vous sentez soutenu, eh bien vous allez bien faire les choses. Lorsque vous êtes exonéré de l'impôt au Maroc pendant 5 ans, eh bien vous allez bien faire les choses. Eh bien, ça pousse les gens à créer des entreprises. Quels sont les secteurs aujourd'hui que vous trouvez, parce que vous êtes un professionnel et dans le secteur de l'économie et de business, où on peut dire aux Congolais, parce que nous sommes dans une émission de l'entreprise et Oui. le business, Oui. les secteurs à investir en République démocratique du Congo aujourd'hui? L'agriculture. L'agriculture. Mais vous dites qu'il n'y a pas une banque. Mais comment les entrepreneurs peuvent Vous se savez, financer? nous sommes dans une économie, aujourd'hui, tout dépend de la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre augmente, le prix baisse. Quand la demande augmente, le prix augmente. C'est ça. Et donc, il faut toujours se concentrer sur l'offre. L'offre doit être abondante. Par exemple, le problème de famille, le problème de la faim, ça peut se résoudre par l'agriculture. Imaginez-vous que l'État exonère. Si l'État arrive à exonérer totalement, comme le Maroc, l'agriculture. Mais nous avons aujourd'hui dans le département du ministère de l'économie un professeur d'université, le prof Daniel Moukoko Samba. Il connaît toutes ces approches-là, il faut le mettre maintenant en musique. Non? Oui, le professeur Moukoko il était écarté du gouvernement. Il était avec le gouvernement Matata, bien qu'il n'avait pas vraiment eu beaucoup de temps. Il était écarté. Mais là, il vient d'être nommé ministre de l'économie. Viens voir comment c'est un technocrate. Je pense qu'il nous suit C'est avec cette émission. C'est un Il technocrate. doit écouter ce que le prof Eddy est en train de dire dans ce plateau. Il faut vraiment les réformes dans le secteur. Le prof Moukoko. J'ai étudié avec ses enfants au groupe scolaire du Moamba. C'est un technocrate et je pense qu'avec lui, déjà il a parlé des barrières au niveau des routes. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que... Il y a un accroissement. Oui, exactement. C'est-à-dire que les produits des villages sont difficilement acheminés dans les villes à cause des barrières douanières. Mais parce que le secteur transport, vous avez parlé de la logistique, Oui. il n'y a pas assez d'entreprises. Oui. Mais moi- C'est plus l'informel qui transporte. Oui, exactement. Moi, je pense que le prof Moukoko Samba, certainement technocrate qu'il est, je lui souhaite bonne chance. Mais et il faut aussi que le prof puisse avoir des acteurs sectoriels. Oui. Parce Mais je suis convaincu, technocrate qu'il est, il pourra en quelque sorte mettre en place des politiques conjoncturelles, structurelles, qui pourraient en quelque sorte relancer le secteur de l'économie qui a besoin vraiment de beaucoup d'oxygène. Lundi, dans ce même plateau, on va recevoir parmi les grands aussi de l'économie congolaise, Alkitenge, vous le connaissez. Oui. Il vient d'être retour à un table ronde en Inde parce que l'Inde devient stratégiquement. Oui. Il m'a dit, on va parler de l'énergie. Oui. Il dit, on parlera aujourd'hui avec le prof Eddy, le problématique du secteur financier. Comment fait-il? Il n'y a pas d'entreprise parce que dans le même secteur, 30 ans en arrière, on avait des entrepreneurs capables à créer des banques, Kindwelo Dokolo. et Dokolo. Oui. Quels étaient leurs atouts? Pourquoi nous, aujourd'hui, les Macheta Kizala, comme Mais entrepreneurs, vous savez- on n'arrive pas à créer des banques? Vous savez, il y a aussi un problème dans notre pays. C'est que le savoir-faire, les techniques, il faut qu'ils circulent.
Le savoir doit circuler. Les gens qui ont réussi dans ce pays, est-ce qu'ils font des panels? Est-ce qu'ils font circuler le savoir de comment ils ont réussi? Donc la réussite est cachée. Oui. On ne les sent pas. Oui. Ils ne parlent pas. Oui. Ça devient mystique. Oui. Le savoir doit circuler. On a reçu dans le même plateau le vieux mot qui a essayé de partager avec les francophones comment il a fait de devenir l'entrepreneur qui a succès. Comme je vous ai dit que c'est toute part de... Écoutez, le président de la République est à Kinshasa. Moi, je suis professeur à la Haute École des Commerces. Est-ce que j'ai besoin que je sois audité? Est-ce que j'ai besoin du président pour bien faire mon travail? Non. Je dois bien faire mon travail. Est-ce que j'ai besoin que le président sache que je suis en train de bien faire mon travail? Pas du tout. Si tout le monde avait cette mentalité-là de bien faire les choses. Un exemple de la Haute École des Commerces avec le DG, le nouveau directeur. Nous les demandons dans ce plateau. Le DG Edson. Regardez comment. DG Edson, qu'on salue. Regardez comment la Haute École des Commerces a un nouveau visage. Un jeune de 42 ans. Allez à l'IEC, vous allez voir. Les choses se passent normalement. C'est propre, c'est clean. Cette semaine, les cours vont prendre fin. Alors que dans les autres universités, les cours continuent. Bravo au DG. Le respect du calendrier, la propreté, l'hygiène des professeurs compétents. C'est ce qu'on a besoin. Donc quand même une réussite managériale, comme vous dites. Imaginez si on avait le DG Edson partout au Congo. Dans les affaires publiques. Quelqu'un comme le DG Edson, je ne fais pas sa publicité, hein. Non, vous avez parlé de la méritocratie. Oui. Il y a un manager qui essaye de faire, parce que les entreprises, on cherche qu'il y ait les bons managers pour exactement. que les entreprises puissent avancer. Et c'est pour ça que nous disons que le DG lui-même, pour que ça soit par la publicité, oui. il doit être en face. Je suis rationnel, ouais. Je suis pragmatique. La Haute École des Commerces est bien gérée. On va écouter par lui-même. Oui. Il va essayer de nous dire comment il a trouvé l'école. Oui. Il fonctionnait avec quel budget? Exactement. Le nombre d'étudiants. Oui. Et qu'est-ce qui étaient les difficultés ou les défis? Parce qu'en entreprise, on parle de défis. Oui. Et aujourd'hui, quelle est la vision de cette école? Exactement. C'est uniquement les étudiants congolais de Kinshasa ou des 26 provinces. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire haute école, campus numérique? Ouais. Ou quelqu'un qui est à Butembo, au lieu de venir à Kinshasa, mais il prend des cours en ligne. Et pourquoi pas le Burundais? Et nous, on voit des étudiants burundais étudier dans cette école. Pourquoi pas les Marocains? Pourquoi pas les Turcs dans cette école? Et c'est pour ça nous voulons vraiment que le DG soit dans ce plateau. Pourquoi pas la semaine prochaine qu'on le reçoit? Tant mieux. C'est un mentor. C'est quelqu'un qui travaille bien. Le DG Edson, le DG de la Haute École des Commerces. C'est quelqu'un qui prévoit, qui anticipe. C'est quelqu'un qui éclaire. Et c'est quelqu'un qui montre la voie à suivre aux autres. Prof, la télé, vous savez, c'est l'horloge. Hein, exactement. Comme on dit. Nous atterrissons déjà. Oui. Le caméra est là. Qu'est-ce que vous allez dire aux francophones, d'autres professeurs qui, comme vous dites, les savoirs doivent circuler, le plateau de business. Il faut qu'on parle de business dans l'espace francophone. Ce que j'aimerais dire, c'est que le savoir-faire, les techniques, il faut qu'ils circulent. Il faut qu'ils circulent. Et l'État doit en quelque sorte mettre en place des politiques conjoncturelles, des politiques structurelles, des politiques de relance, des politiques bien sûr de relance qui puissent en quelque sorte permettre cette croissance. Parce que la croissance a un aspect quantitatif, mais le développement a un aspect qualitatif. Nous vous remercions. Le plaisir était dans nous, ici, dans ce plateau de business francophone, d'acquérir vraiment cette expertise qui nous vient des royaumes chérubins, chez le roi Mohamed VI, lui aussi, qui connaît bien la gestion et le monde de l'économie. Et quant à moi, je vous remercie sincèrement, et même l'équipe technique vous remercie, y compris les francophones et les francophiles qui nous suivent. De l'intérieur de la République démocratique du Congo, de toutes les capitales francophones. Et la prochaine fois, si vous êtes à Kinshasa, prof, me remis encore sur un autre sujet que nous puissions quand même transmettre à
les gestionnaires, les entrepreneurs et même les porteurs de projets, tous les étudiants qui veulent devenir au manager. L'émission en suivre, c'est Business Francophone. Quant à moi, prochain numéro. Merci à vous également. Business Francophone, présenté par Mathieu Takizala.